Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Talkback GP FIM EWC, une émission spéciale consacrée au team National Moto pour le titre de l'équipe de la concession de la Garenne-Colombes en Coupe du Monde Superstock. Et j'ai des invités, et quels invités avec moi, puisque j'ai Stéphane Adalge, le directeur de la concession et le team manager du team. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va ? Ben oui, bien. Un homme heureux maintenant. Très heureux. Voilà. Et puis, aux côtés de Stéphane, eh bien, on a les deux représentants de Honda, Bruno Skotnicki pour la partie compétition, communication et relations presse. Bonsoir Bruno. Bonsoir Eric, bonsoir Stéphane. Tout va bien ? Très bien. Voilà. Et Frédéric Puybarreau, le directeur de la division moto de Honda France. Bonsoir Fred. Bonsoir messieurs. Je disais à Stéphane, un homme heureux, j'imagine que vous aussi, tous les deux, vous êtes satisfaits de cette victoire et de ce résultat global de l'équipe nationale moto. On est effectivement ravis, à double titre, d'une part pour la marque, mais aussi pour tout ce que représente Stéphane par rapport à la marque Honda, et l'historique que j'ai personnellement aussi avec lui. Donc c'est vraiment une grande satisfaction, et ça relève aussi beaucoup d'émotions par rapport au passé, et tout ce qu'on a vécu avec son papa, etc. Donc je suis vraiment ravi. Ouais, parce qu'on va voir effectivement que National Moto et Honda, c'est une histoire qui date du siècle dernier, on peut le dire comme ça. Maintenant, voilà, ça fait presque vieux, mais on peut le dire comme ça. Bruno, au niveau de ce résultat sportivement parlant, c'est le titre de cette année pour Honda. Bon, on sait que la Honda FCC, Honda France TSR Motul était la machine numéro 1 pour le titre mondial en catégorie Rennes, mais ce titre Superstock, il est aussi très important en communication, en compétition pour l'ensemble du réseau. On y reviendra avec Stéphane dans quelques instants. Pour la compétition, c'est fondamental quasiment, puisque Honda France est présent à la fois en EWC, mais en stock, parce que c'est les motos qui sont les plus proches de ce que peut trouver un client en concession. Donc nous, avoir grâce à l'équipe de National Moto, ce titre, c'est une très grande satisfaction. Très grande. Alors Stéphane, ce titre, on a bien cru quand même, parce que si on refait un petit peu la chronologie de ce bol d'or, on a bien cru à un moment que ça allait encore être compliqué, parce que on se souvient que l'an passé, en 2023, vous étiez quasiment couronné, et à 20 minutes de la fin, il y a eu cette douche froide. Là, cette année, comment vous l'avez vécu ce bol d'or, sachant que vous aviez quand même un matelas de points d'avance assez conséquent? Ça permettait d'être un peu plus serein, d'être, entre guillemets, un peu moins stressé? Moins stressé, non, absolument pas, il faut être clair. Par contre, c'est vrai que j'avais demandé aux équipes et je m'étais focalisé sur la course. Chaque course est une épreuve importante. Elle apporte son lot de risques. On l'a bien vu au bol d'or pour nous. Ça a été des problèmes à répétition. Mais en tout état de cause, on arrivait avec une avance importante. Mais pour moi, il fallait se focaliser sur la course, rien que sur la course, et essayer de terminer cette course dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et malgré cette avance de points, qui nous était favorable, et encore une fois, la course a été semée d'embûches et de rebondissements pour nous. On aurait pu très bien s'arrêter dès qu'on était 30e, puisque la course, en fin de compte, n'était plus entre nos mains. Il aurait fallu qu'on fasse un résultat mieux qu'à Suzuka. Et c'était quasiment impossible que les 10 ou 12 motos devant nous en stock aient un problème. Donc voilà, on est resté focalisé. On a réussi à emmener les équipes avec nous et les pilotes pour aller jusqu'au bout de cette course, malgré encore une fois qu'il n'y avait pas d'enjeu spécifique à la terminer, hormis l'esprit du sport et de la compétition, et que c'était pour moi le plus important. Et après, on a laissé notre destin entre les autres concurrents. Et je vais même dire, c'était encore plus stressant que d'habitude, puisque c'était plus entre nos mains. Oui, c'est ça. Le futur ne vous appartenait plus, en fait, c'est ça. Exactement. Ouais, donc ça, c'est compliqué. D'autant plus qu'il y avait quand même d'autres machines, et notamment d'autres Honda qui étaient dans la bagarre. Tout à fait. Comment ça se passe d'ailleurs, je dirais, déjà sur le paddock, entre guillemets, entre équipes Honda, comment ça se passe déjà entre relations, entre vous? Puis après, je viendrai vers Bruno par rapport à ce point. Ça se passe plutôt très bien. Il y a l'entraide de la compétition, avec Bruno qui fluidifie toutes les relations et qui nous permettent de connaître les autres teams, parce que il y a des autres teams qui arrivent quand même. On l'a vu avec la 713 et ses performances. Mais il y a une entraide naturelle qui se crée. Eric a été aux côtés de Bruno également pour les nouveaux teams arrivants, pour aider un petit peu tous ces teams à découvrir Honda. Donc voilà, heureux d'avoir des Honda sur le paddock. On a été tellement longtemps tout seul, ou en tout cas pas beaucoup,
qu'il y ait enfin des teams qui s'engagent avec la marque et qui permettent de la porter le plus haut possible. C'est le plus important en fin de compte. Ouais, Bruno, en fait, tu es le centralisateur de tout ça. Alors, sur le paddock, une fois que la saison est lancée, entre guillemets, ça peut rouler à peu près correctement, quoique. Par contre, en amont, ça doit être compliqué à gérer les demandes de chacun. Ouais, c'est assez Frédéric compliqué. rigole. Donc, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on a un team référent historique qui est National Moto, hein, donc qui s'est rapproché donc de cette catégorie Superstock depuis quelques saisons, depuis 2020. Et nous, l'objectif, c'était quand même l'objectif, c'était de faire la promotion de cette CBR 1000 Fireblade et de montrer que c'est une machine qui est faite pour la course. Donc, l'équipe de Stéphane s'est engagée avec. On en a une autre qui s'est engagée également avec le RAC 41. Et puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés parce que ça devenait la moto référence grâce aux victoires de Stéphane, notamment en 2020, dans cette catégorie. Première course avec la moto et ça gagne. Donc aujourd'hui, on a entre 7 et 9 équipes en Superstock. Mais alors, bien évidemment, on leur a mis aussi un peu dans les pattes des concurrents avec qui ils se bagarrent. Donc voilà, donc c'est pas toujours très simple, mais il y a quand même une bonne ambiance générale dans le paddock. Et puis c'est grâce à ça également, le fait d'avoir à minima 2 motos qui nous permet d'avoir le titre constructeur dans cette catégorie Superstock. D'accord, oui, parce qu'en fait, RAC 41 a amené aussi les points nécessaires pour décrocher le c'est les titre. Deux premiers, c'est les 2 premiers, ouais. Dans cette catégorie. Alors, Fred, plus côté évidemment business, ce support que procure ce championnat, enfin cette Coupe du Monde, faut pas se tromper, cette Coupe du Monde Superstock, comme le disait Bruno ou comme le disait Stéphane, c'est une relation directe avec la concession parce que c'est le produit sur lequel le spectateur peut s'identifier à l'inverse d'une MotoGP qui est un prototype par exemple. À quel niveau vous situez cet engagement pour vous, Honda? À quel niveau, je dirais, tous les ans, il faut se réengager pour que ça soit cohérent avec la promotion du produit? En termes de promotion, déjà historiquement, si on prend juste la philosophie de notre entreprise, Soichiro Honda était quelqu'un qui avait quand même misé sur la compétition pour rendre la marque beaucoup plus visible et beaucoup plus attractive. Aujourd'hui, on a gardé cet ADN et on veut performer dans la compétition. Le MotoGP est une chose, mais qui est géré directement par Honda Japon, hein, pas par nous et par le HRC. Nous, en France, on a 2 courses majeures et historiques, que sont le Bol d'Or et les 24 heures du Mans. Il nous paraît tout naturel, en tant que Honda France, de par notre passé, parce qu'on a quand même participé nous-mêmes à beaucoup de ces compétitions, on en a remporté pas mal, et aujourd'hui il est naturel de supporter National Moto, qui est le plus vieux team quand même présent sur la grille de départ dans cette activité. Au-delà du fait que Stéphane soit concessionnaire, il nous aide énormément à promouvoir, effectivement, comme le disait Bruno, la CBR 1000 et à prouver à nos clients que c'est une moto qui est faite pour la compétition, pour les circuits, comme pour rouler sur route. Et qu'elle est pas besoin de modification sur cette moto. Allez. Ouais, c'est un peu aussi l'esprit du Superstock. Et tu le disais, Bruno, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai transfert. On va pas se mentir. Pendant des années, et même Stéphane peut le dire, la Yamaha a dominé un peu ce plateau justement pour les équipes privées, les équipes, comment dire, non officielles, on va dire. Et aujourd'hui, il y a ce transfert je dirais, vers Honda, parce que entre la saison passée où il y avait déjà une présence marquée de National Moto et cette année, donc 2024, on est fin 2024, mais il y a eu il y a eu plus de 50% de machines. Tu disais 9 en Superstock, plus en EWC. Plus en EWC 5, donc on était aux 24 heures moto à 14 machines sur la grille. L'année d'avant, on était à 6, et les années précédentes, on était à 3. Ouais. Donc on a fait un gros step en nombre de machines au départ. Maintenant, voilà, il faut que ça se professionnalise aussi un petit peu dans les autres teams. National Moto, on n'a aucun problème. Maintenant, il y a des nouveaux entrants où c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils découvrent la marque déjà, ils découvrent un petit peu les méthodes de travail, la machine qui est quand même technologiquement très pointue, surtout dans ses configurations stock, parce qu'on a quand même un petit peu d'électronique à gérer. Et donc, on a quand même pas mal de travail. Mais tout le monde est heureux d'avoir eu
d'avoir fait ces changements et normalement on a au moins 90% qui repartiront l'année prochaine. Bon, c'est déjà une information. Le 10% restant, il est là? Non, j'espère que c'est acté pour eux. Alors, Stéphane, Bruno disait aussi que depuis 2020, si j'ai pas de bêtises, vous êtes revenu en catégorie Superstock. Ça n'a pas été compliqué d'abandonner entre guillemets la catégorie reine, on va l'appeler comme ça, le WC, puisque vous étiez engagé depuis des années dans cette catégorie. On se rappelle qu'en 2006, vous aviez gagné les 24 heures du Mans avec une machine. Alors, c'était pas encore cette règle-là, mais c'était dans la catégorie reine. Ça n'a pas été trop contraignant, pas trop difficile à faire comme choix. Et est-ce que Bruno a été obligé de s'employer un peu plus pour vous convaincre? Alors, en effet, ça n'a pas été facile parce que on avait une habitude de préparation et de préparation moteur aussi qu'on a perdu avec le stock. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le WC, à force de se professionnaliser, coûte de plus en plus cher. Et ça devenait plus acceptable pour nous en termes d'investissement. On rappelle qu'on est quand même une concession et que notre métier du quotidien, c'est d'entretenir, de vendre des motos et d'être au service de nos clients. Donc c'est vrai que d'aller en stock, ça a été une interrogation. Maintenant, pour Honda, France, Bruno et toutes les équipes, ça a été une demande. Il a fallu trouver un compromis sur les couleurs. Oui, j'allais y venir. Donc voilà, mais l'engagement était plus une prise de risque en termes de fiabilité moteur, d'engagement. On arrivait sur une nouvelle moto, on ne connaissait pas la moto en soi, c'était une toute nouvelle mouture. Et je trouve que cette nouvelle CBR 1000 a repris les codes de la RC30 d'il y a 30 ans, avec sa fiabilité, sa performance. Et c'était un pari, mais il est réussi et c'est une catégorie de toute façon qui nous correspond beaucoup plus. Fred a eu raison de nous embarquer dans cette aventure parce qu'on reste concessionnaire et puis ça donne aussi la possibilité et la visibilité à d'autres concessionnaires de pouvoir peut-être s'investir dans cette catégorie, voire dans la nouvelle catégorie qui va se présenter avec la production. Ouais, on va y revenir dans quelques instants. Mais voilà, donc non, ça a été... on a toujours voulu quelque part à aller dans cette catégorie, mais la prise de risque était difficile à évaluer. L'arrivée de cette nouvelle CBR nous a permis de sauter le pas et on en est bien heureux puisque ça nous apporte le titre aujourd'hui, puis ça nous a apporté de nombreuses victoires ces dernières années. Donc voilà, un bon choix. Un bon choix. Concrètement, par rapport à la vie de la concession, les résultats, comment vous les percevez par rapport au retour des clients? Est-ce que les clients s'intéressent à vous? On n'est pas très loin de la Défense, donc on va pas se mentir, c'est beaucoup de bureaux, d'une clientèle peut-être pas forcément motarde, sans le sens péjoratif du côté motard. Comment c'est perçu cette implication et ces résultats et ce titre en Coupe du Monde? Alors, je pense qu'il faut revenir à l'historique de la concession. Frédéric en parlait, vous êtes chez Honda. Très clairement, la philosophie de mes parents à l'époque, quand ils ont commencé la compétition en 1971, c'était de faire connaître la concession. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens. Donc c'était de préparer des motos qui faisaient des courses et qui faisaient parler de la concession. Donc on a cette image sur le réseau national. Beaucoup de gens nous connaissent, sont pas forcément clients, mais vont connaître des clients, enfin des gens qui vont être clients chez nous, ce genre de choses. Et ça a toujours été notre ADN parce que ça nous a permis quand même de nous développer. Faut être clair. Les dernières victoires, ça a été encore plus révélateur. Si on reprend juste les dernières courses, le Bol d'Or 2023, pendant plusieurs mois, on venait me voir pour nous féliciter et malgré tout, cette victoire et ce titre qu'on perdait à 20 minutes de la fin nous apportait toute la gratitude. Donc les gens viennent et la victoire du Mans cette année, pareil, on nous en parle pendant des semaines et des semaines. Donc il y a un vrai retentissement malgré qu'on a une clientèle essentiellement commuteur, de gens qui utilisent leur deux roues pour aller au travail. Faut être clair, on roule pas dans les bouchons à Paris pour le plaisir. Mais ça s'adresse à toute typologie de clients et même des clients 125. On se dit ils ne regardent pas la télé, mais pas du tout. C'est un sport quand même qui attire, qui est même hyper captif une fois qu'on regarde et qu'on t'écoute. On peut le dire. Les images, les gens s'accrochent à leur télé en se disant mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 minute, dans 2 heures, dans 5 heures, dans 24 heures.
Et je pense que c'est la force de ce sport, c'est un MotoGP est très rapide. Je veux dire, c'est une course de 50, 40, 50, 1 heure, minutes. Là, nous, sur 24 heures, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est des engagements très forts des bénévoles, que je tiens d'ailleurs à remercier, tous nos bénévoles, nos pilotes, nos partenaires, parce que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Et encore une fois, c'est une vraie crédibilité auprès de nos clients. C'est fédérateur auprès des équipes, mais c'est surtout un vrai levier de business pour nos clients. Cette crédibilité aussi, elle est importante évidemment pour vous en tant que constructeur. Est-ce que, est-ce que c'est plus probant quand on est importateur et constructeur d'avoir une victoire dans cette catégorie Superstock qui est, comme on l'a dit, plus proche de l'origine, que d'avoir une victoire, par exemple, de la Honda FCC TSR Honda France Motul aux 24 heures du Mans ou au Bol d'Or. À quel niveau vous vous situez par rapport à ça? Comment on peut l'analyser? Est-ce que vous en tirez les mêmes avantages, on va dire? Personnellement, je dirais que les deux sont très très importantes à des échelles différentes. C'est comme si on me demandait si demain le MotoGP était quelque chose d'important. Oui, le MotoGP est important, c'est juste une question d'image. Donc si on se ramène à l'endurance, évidemment que le WC c'est la catégorie reine, c'est le team quand même officiel Honda France. Donc on s'investit dans le team numéro 5 pour ces raisons-là, pour faire la promotion de Honda en France. Ensuite, la catégorie Superstock est très importante parce que justement on est plus proche du client. En fait, il y a une victoire technologique avec la 5 et une victoire, on va dire, plutôt produit client avec National Moto. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les deux sont importants, il faut gagner les deux, en fait. Bruno, c'est ça un peu, c'est la FCC, c'est la vitrine, et je dirais National Moto ou toutes les autres équipes du Superstock, en fait, c'est la technologie appliquée à la moto de tout le monde et qui démontre sa véracité, c'est un peu ça? C'est ça. Maintenant, il faut quand même pas perdre de vue que, par exemple, cette année au Bol d'Or, sur le podium, on a une Superstock. Le gap, c'est quand même très resserré, parce que les performances moteurs de la Fireblade ne sont pas si éloignées que ça de celles de la FCC. Les châssis sont très différents, certes, mais le moteur, pas tant que ça. Et on le voit sur les vitesses de pointe. Alors, je sais pas, Stéphane pourra nous confirmer, mais les écarts sont très faibles. Et au final, on peut avoir en attente une Superstock qui va monter sur le podium ou qui peut-être un jour remportera le Bol d'Or. Ouais, le Bol d'Or, les 24 heures. Le Bol d'Or ou les 24 heures, voilà. Donc, c'est effectivement deux catégories différentes. Il y a un léger delta, mais en fait, ce delta, il est de plus en plus faible. Et par la qualité du travail, de la préparation de la moto qu'apporte National Moto, ou les équipes qui se battent avec National Moto, avec cette machine, et la catégorie UWC. Et justement, parce que vous aviez remporté, je crois que c'est les 24 heures du Mans, tu vas me dire si je me trompe, Bruno, et vous aviez insisté à ce moment-là, lorsque la FCC avait gagné, vous aviez insisté sur le fait qu'elle avait roulé avec un moteur d'origine, si j'ai bonne mémoire. C'est aux 24 heures ou au Bol? Non, c'est aux 24 heures. Mais c'est toujours le cas en fait. Les moteurs sont toujours d'origine pour les courses de 24 heures. Il n'y a que sur les courses de 8 heures où il y a un petit peu plus de préparation, mais les courses de 24 heures, on prend aucun risque avec le moteur d'origine. Alors, on parlait de l'historique entre National Moto et Honda. On rappelle, cette année, c'est les 55 ans de National Moto, Stéphane. Exactement, au mois de septembre. Ça a un rapport avec le numéro 55? Non, le 55, c'est pourquoi? C'est pour le numéro de l'adresse, c'est ça? Non, pas du tout. C'est en 2006. Nous avions habituellement souvent le numéro 5. Et pour les 24 heures du Mans, en 2006, on n'a pas pu avoir ce numéro, qui était réservé pour un team qui s'engageait pour le championnat du monde. Et donc, on a choisi le 55. Et on devient vainqueur des 24 heures du Mans, toute catégorie, pour cette année 2006. Donc depuis, on ne pouvait pas le relâcher ce numéro, c'est pas possible. Donc, ok. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à toute l'histoire de National Moto, par rapport à tout ce qu'avaient fait tes parents, ton papa, qui était hyper impliqué. D'ailleurs, on m'a dit qu'au tout début de National Moto, en compétition, c'était pas Honda.
Non, on a eu Hein? plusieurs marques, oui, tout à Oui. fait. Ah bah, mes parents ont commencé multimarques, hein, ils n'étaient pas concessionnaires, hein, donc ils vendaient du Honda, du Kawa, du Yamaha. Donc il y a eu des années où on a couru en Honda, des années en Kawasaki, des années en Yamaha, et c'est depuis les débuts des années 80 où on est exclusif Honda depuis. L'arrivée de la RC30 aussi, non? Qui a fait, En plus, oui, enfin tout à même fait. avant, mais je veux Tout à dire, fait. l'arrivée de la RC30 a fait que c'était un choix évidemment qui s'imposait. Hein. Oh non, mais RC30 c'était plutôt années 90. Hein. Oui, fin 80, Voilà. 80, Au 90. début des années 80, c'était des CB Miller, CB Miller. voilà, hein, de l'époque, hein, sans bol d'or et tout ce qui allait avec. Hein, donc Oui. voilà, c'était très rudimentaire, mais ça faisait le job et c'était des motos qu'il fallait énormément modifier. Hein. Mon père fabriquait des cadres, a été un des premiers à faire du mono-amortisseur, etc. Donc voilà, il y avait aussi beaucoup d'avances technologiques qu'il fallait être un géotrouve-tout à l'époque hein, pour améliorer les motos de série. Hein. Donc aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus aseptisées en termes de modification et encore plus en catégorie stock. Ouais. C'est pas la peine de déséquilibrer une moto qui fonctionne bien. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine? Tout à fait. Alors justement, dans l'historique National Moto, il y a eu cette victoire évidemment importante aux 24 heures du Mans en 2006. Il y a cette Coupe du Monde aujourd'hui en 2024. Comment tu la positionnerais dans l'histoire de National Moto? Est-ce que c'est évidemment le plus beau titre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a une saveur encore plus particulière? Oh, la victoire de 2006, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Faut bien se remémorer qu'on était et qu'on est toujours un team privé et on se retrouvait devant les motos d'usine. Donc c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. En plus, à l'époque, mon père était déjà malade depuis de longues années. Donc voilà, c'était un titre qui a une saveur particulière. Maintenant, on a été vice-champion du monde dans les années 70. Enfin voilà, le team a toujours vécu. Il y a eu des bonnes années, il y a eu des mauvaises années, il y a eu des bonnes courses, il y a eu des moins bonnes courses. L'époque de la RC30 a été une très bonne époque. On est en lien aussi avec l'actualité produit de la marque. Hein. Faut le savoir. Hein. Donc c'est vrai que l'investissement de la marque après la RC30 a été la RC45, la VTR1000. Il y a eu beaucoup d'orientations où on n'a pas su forcément capitaliser, en tout cas réussir à performer avec ces motos. L'arrivée de la CBR a changé les choses. Et puis bon, voilà, cette mouture qui dure maintenant nous permet permet à Eric surtout, hein, mon frère qui prépare les motos, de maîtriser totalement cette moto et puis de faire en sorte qu'elle puisse avoir et la fiabilité et la préparation dont elles ont besoin. On va revenir plus concrètement maintenant sur le fonctionnement du Team National Moto, mais juste avant, je voulais juste vous poser une question. Quelle résonance a ce titre en Coupe du Monde au niveau du Japon, au niveau de Honda Motor, je dirais? Comment c'est perçu? Et par rapport, justement, comme tu le disais, Fred, la grosse vitrine, c'est évidemment le MotoGP, mais comment c'est perçu au Japon? C'est amazing, j'ai envie de te dire. Je vais revenir un peu en arrière. Faut savoir quelque chose de très important, c'est que Stéphane est, je pense, un des seuls privés à avoir quand même sa moto. Ouais, j'allais y faire l'allusion. Ouais. Dans le musée Honda, celle de 2006, où on a eu le plaisir de la revoir en 2018 d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous imaginer que National Moto a déjà une résonance au Japon. Son papa a été extrêmement apprécié par le Japon pour tous les investissements qu'il a fait au travers de la course et pour Honda. Donc ça, il y a un lien qui est très très fort entre Honda et National Moto. Donc forcément, quand Stéphane et toute son équipe remportent ce titre, ça a une très très belle résonance. D'autant que, vous le savez, et c'est pas un mystère, nos résultats dans les autres compétitions sont beaucoup plus complexes. On a un peu plus de mal maintenant en MotoGP. On a eu des années fast, maintenant c'est plus le cas, ça va revenir hein, évidemment. Mais et là aujourd'hui, nous, toujours bien en motocross quand même. Ça marche bien en motocross, oui. Mais sur la piste, cette victoire a une très très belle résonance et je remercie Stéphane et son équipe parce que c'est une belle résonance aussi pour nous. Ça met en lumière tout le travail de Bruno aussi. Et, donc ça, j'en suis ravi parce que je peux vous dire que les investissements de Bruno sont XXL. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des rapprochements privilégiés avec le HRC. On en est là quand même. Donc la résonance est vraiment très très belle et on a évidemment les supports nécessaires de Honda Europe
et de tous nos pairs, si on a envie de dire ça comme ça. Bruno, et il y a eu aussi quand même, on va rester un tout petit peu positif, on va voir le verre à moitié plein. Il y a quand même eu cette belle victoire aux 8 heures de Suzuka, puisqu'on est dans l'endurance. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça aussi, ça a amené, je dirais que le titre en Coupe du Monde apporte un peu plus encore avec la victoire à Suzuka. Mais la victoire de Suzuka, on ne doit pas perdre Suzuka. Oui, c'est à la maison, on va dire. C'est quelque chose que Honda va travailler chaque année, et chaque année on va essayer de le gagner. Et il y a eu double résonance à Suzuka. Et là, on n'est plus dans l'endurance à Suzuka, on est sur une autre compétition pour moi. D'ailleurs, on peut regarder même les gaps, je ne sais pas si Bruno va me suivre là-dessus, mais si je ne me trompe pas, les gaps entre le super stock et les motos vitrines, entre guillemets, usines, là, on parle plus de la même chose. L'écart est plus conséquent. Et on a eu la double résonance avec la participation de Bruno, de Johan Sarko. Ouais. Excuse-moi. Non, moi j'y étais pas. Tu peux y aller. Hein. Et alors en fait, faut quand même, comme on le dit là, la seule moto qui gagne pour Honda, c'est la Fireblade en ce moment. Donc elle a gagné à Suzuka, certes, mais ce qui sauve la saison d'un point de vue global sur circuit, c'est quand même le titre de National Moto. D'accord. Parce que la FCC, bon ben voilà, on est passé à travers cette saison pour différentes raisons. Mais la seule moto qui remporte un titre cette année, c'est la Fireblade numéro 55. Donc ça, effectivement, ça résonne énormément au Japon. Le Japon nous suit de plus en plus, comme le disait Frédéric à l'instant. Cette année au Bol d'Or, il y avait 5 Japonais qui étaient là, un mix entre des gens de R&D et du HRC, pour surveiller les teams, pour les aider également à performer et à apporter le plus haut niveau de fiabilité possible sur une course telle que le Bol d'Or, qui est la plus éprouvante de toutes. Ouais, par rapport à la fameuse ligne droite du Mistral. C'est ça. Notamment, 1,8 km à fond. Concrètement, maintenant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de l'équipe nationale moto. Elle est composée de combien de personnes, Stéphane, cette équipe? Un team pour une course de 24 heures, c'est une trentaine de personnes. Voilà. Entre les pilotes, les accompagnants des pilotes, l'intendance, les techniciens, voilà, et uniquement de bénévoles, bien entendu. D'accord. Donc voilà, on peut difficilement être à moins de 28, 27, 28. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même préciser pour nos téléspectateurs, c'est que tu parles de bénévoles parce que vous êtes une équipe privée, mais je me retourne aussi vers Bruno et Fred, puisque vous êtes directement impliqués en tant qu'Honda France. Les bénévoles font aussi partie des équipes officielles, et notamment chez Honda FCC, TSR Honda France, il y a du personnel de Honda qui vient sur ces week-ends participer et aider, parce que finalement, on est loin des standards d'une équipe de Formule 1 ou d'une équipe de MotoGP. Il y a aussi chez vous des bénévoles. En fait, oui. Enfin, des bénévoles, d'une certaine façon. Contractuellement, on n'est pas lié uniquement financièrement. On a convenu avec Fujisan d'intégrer à son équipe 2 salariés de Honda France qui viennent de la division Customer Service et qui s'occupent de la partie pneus avant et arrière. D'accord. Voilà. Donc c'est pas vraiment des bénévoles, mais en tout cas nous on accompagne le team FCC-TSR comme ça. Voilà. Et on a Pierre également, Pierre Guyot, donc qui est le directeur commercial, qui lui chaperonne un des pilotes. Donc il s'occupait de Josh Hook. D'accord. Voilà. Ok. Alors, ces 30 bénévoles, ils sont répartis comment, Stéphane? Quels sont les points où on ne peut pas trop transiger, où il faut vraiment de l'accompagnement, et les points où, des fois, s'il manque quelqu'un, on peut se dire on peut fonctionner quand même? Alors, il est difficile de manquer de personnel. Bon, de toute façon, déjà, on a, nous, des bénévoles qui nous suivent depuis de nombreuses années, qui prennent sur leur congé pour venir faire ces courses. Donc, c'est quand même, je tiens à les remercier parce que, au lieu de partir à la plage, ils viennent sur un circuit. Alors, beaucoup diraient, c'est génial, on y va pour des vacances. Non, on y va pour travailler parce que nous, on leur demande de travailler. Il faut qu'ils soient sérieux, rigoureux à leur poste. Parce que, encore une fois, c'est chaque maillon de bénévoles qui fait le résultat d'aujourd'hui. Les pilotes ont bien sûr leur importance, mais sans tout l'accompagnement des bénévoles, on ne peut pas prendre le départ, il faut être clair. Donc on a une partie techniciens qui sont ceux qui sont devant, qui touchent à la moto, qui font les ravitaillements. On a, comme je vous disais, la partie de l'intendance, parce qu'il faut faire à manger, faut transporter la nourriture entre le stand et l'hospitality, faut prendre soin des pilotes avec des kinés, faut faire les chronométreurs,
Hein, donc il y a des personnes, 3 ou 4 personnes qui sont là pour les chronométreurs, parce que chaque moment où la moto est sur la piste, il y a un chronométreur en bord de piste, inévitablement. Il y a des gens qui vont chercher des pneus, parce que les pneus, les roues, faut quand même les nettoyer, faire changer les pneus chez le manufacturier, chez Dunlop, ramener les jantes, préparer, les mettre en chauffe, ceux qui s'occupent de l'essence. Donc tout ça fait beaucoup de monde qu'il faut orchestrer de la meilleure façon possible, parce que on parle d'une course de 24 heures pour les deux plus importantes, Le Mans et le Bol, et on a très peu de sommeil, voire pas du tout, pour certains. Donc voilà, donc ça veut dire beaucoup de travail dans la semaine, parce qu'il y a les séances de roulage, il y a les séances... déjà, comme je répète souvent à mes bénévoles, avant d'arriver sur le circuit, il faut déjà charger le camion, faire le trajet, le décharger, installer. Ça s'installe pas tout seul, on parle d'un stand où on va être pendant une semaine dedans, donc il faut qu'il soit le plus ergonomique possible, le plus facile à travailler pour les techniciens, le plus facile à travailler aussi pour les pilotes, parce qu'ils ont besoin de communiquer avec Eric, avec Dorian qui s'occupe également de la télémétrie, etc. Donc voilà. Et puis après, faut toute la tendance de la semaine, et après faut recharger. Et donc même après notre titre de champion du monde au Bol d'Or, il a fallu quand même charger le camion. Oui. Alors on n'est pas une course de vitesse qui dure 1 heure et après on a le temps de faire la fête et de charger après. Non, nous pas du tout. Il faut charger et il faut aller dormir, parce que le lendemain matin il faut se lever à 7 heures pour rentrer à Paris, arriver tard le soir et aller au boulot le mardi matin. En ayant déchargé le camion le soir. Et en ayant déchargé le camion, exactement. Donc oui, il y a beaucoup d'intendances derrière cette course, derrière ces courses, que ce soit des 8 heures ou des 24 heures. Ceux qui ont la chance d'être spectateurs sur ces épreuves voient toutes ces semis, etc. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui sont investis, et je pense que c'est aussi une particularité de l'endurance, c'est d'avoir cette composition de bénévoles dans tous les teams qui permettent d'avoir cette entraide, cette philosophie, de pouvoir partager ce moment, même s'il est dur et difficile, parce qu'à 3h du matin ou 4h du matin ou 5h du matin, vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Surtout quand les problèmes s'accumulent. Exactement, surtout quand on n'est pas les uns après les autres, on se dit mais elle est interminable cette course, c'est quoi? L'évolution de l'endurance par rapport à même les années 2000, comment, justement, par rapport aux bénévoles, est-ce que ça a évolué? Est-ce que le travail est plus complexe aujourd'hui, sachant, comme on le disait, les motos sont de plus en plus perfectionnées? Tu l'expliquais toi-même, il y a peut-être moins, je dirais, moins obligation de se plonger dans le géo trouve-tout, comme tu le disais toi-même. C'est quoi cette évolution? Alors, cette évolution, pour moi, elle a été enclenchée ces dernières années par l'arrivée de Warner Bros Discovery, Eurosport, qui est arrivé avec toutes ses équipes pour donner une vraie visibilité à notre sport. Faut pas l'oublier, pendant de nombreuses années, on peut remonter dans les années 80 où l'endurance passait sur TF1. Ça fait bien longtemps que ça ne passe plus sur les grandes chaînes nationales. Et l'arrivée de Warner Bros a vraiment changé la donne. C'est retransmis sur Eurosport, sur l'équipe 21 pendant quasiment aujourd'hui 24 heures ou un peu moins suivant les courses. Mais voilà, on a une vraie visibilité. Ce qui a obligé les teams à se professionnaliser aussi, donc pour qu'il y ait un peu plus d'investissement financier, pour pouvoir avoir beaucoup plus de teams qui arrivent structurés avec des stands corrects, avec toute une intendance. Et donc pour moi le vrai changement il a été là, il y a 7-8 ans quand Eurosport est arrivé. Maintenant aujourd'hui, ce qu'on peut considérer de bénéfique pour notre sport, c'est l'arrivée de cette nouvelle coupe production qui va permettre à des concessionnaires ou des bandes de copains avec une moto de pouvoir s'engager au Bol d'Or ou 24 heures du Mans. Donc c'est et redonner pour moi cette origine de la discipline qui était des motos qui étaient pour monsieur tout le monde, et on venait avec sa tente et son camion pour participer à une course. On va se retrouver encore plus près des machines de série, avec cette catégorie production. Donc, justement, vous allez être encore plus sollicité, messieurs, non? Bruno, oui. Alors, vous avez compris, si vous avez quelque chose à demander, c'est Bruno, c'est pas Frédéric. Alors, ça a déjà commencé, bien évidemment, parce que dès l'annonce, durant la semaine du Bol d'Or, de l'apparition de cette nouvelle catégorie production, donc il y a déjà quelques teams qui se sont dit ouais, pourquoi pas, soit rajouter une deuxième moto en production, parce que quitte à déplacer un staff
une partie logistique qui pourrait être commune. Donc voilà, il y a des réflexions qui se font autour de ça. Mais je voulais rebondir aussi entre la différence des années 2000 et voilà, 25 ans plus tard. En fait, du côté Honda, donc maintenant on a une machine qui est vraiment aboutie pour ça, bon, qui ne cesse d'évoluer. Hein, on fera d'autres petits encore plus performants. On peut s'attendre à quelques changements pour 2025, par exemple. On verra. On verra. Mais là où je tiens également ce que je tiens à souligner, à remercier Stéphane et toute l'équipe National Moto, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté. Honda a par moment arrêté son investissement sur l'endurance, National Moto jamais. Et ils sont partis à la guerre avec des outils qui n'étaient pas forcément les bons pendant pas mal d'années. Donc ils ont quand même représenté Honda, mais avec des motos qui étaient faites pour la route, pas pour la piste. Là, maintenant, la CBR 1000, elle est clairement dédiée plus à la piste qu'à la route. Et ça aussi, c'est un changement assez important. Et on le voit aussi avec les autres constructeurs qui développent parce que les retombées médiatiques autour de ces machines se font maintenant avec l'endurance. Parce que, comme disait Stéphane, on a une couverture télé partout à travers le monde. On peut suivre à l'autre bout de la planète les courses d'endurance si on le souhaite, quoi. Cette visibilité, évidemment, c'est important pour vous. Ça fait partie, quand on dit communication, on pense des fois souvent à la publicité, mais en termes d'image, ça, c'est important et c'est un critère, je dirais, d'importance quand vous décidez de vous impliquer quelque part dans une opération. C'est primordial. Ouais. En réalité, si je peux faire un comparatif avec ce qu'on vit en championnat de France Superbike, Supersport, voilà, on s'est investi. On a fait briller nos couleurs. Voilà, c'est quelque chose qu'on remet en question chaque année parce que la question de la visibilité se pose et les investissements sont finalement énormes. J'irai pas jusqu'à dire qu'on investit la même chose qu'en endurance, mais c'est des budgets qui sont ultra conséquents. Donc, si on n'a pas cette couverture médiatique, il n'y a aucun intérêt en fait. Mais c'est même pour les sponsors. Aujourd'hui, si vous voyez les sponsors qui sont derrière Stéphane, c'est parce que derrière, il y a une réalité de communication. Si on n'a plus ça, je ne suis pas aussi sûr qu'on s'investisse autant. En fait, on va reporter nos investissements sur autre chose, parce que c'est beau la compétition, mais comme le disait Stéphane, c'est un outil de communication. Alors, on reparlera justement des partenaires. On recevra Julien Boyer de FMA dans quelques instants. Si on revient rapidement maintenant sur cette saison 2024, quand même, le moment clé, tu le situerais où ? Le moment clé, ça dépend de quoi on parle. Si on parle émotionnellement parlant, allez, ce d'abord sera Suzuka. Suzuka. Avoir sa moto qui prend le départ de Suzuka et qui termine la course, c'est juste incroyable pour un team comme nous. Encore une fois, grâce à l'arrivée de FMA Assurance, on a pu sauter ce step et ça a été juste incroyable. Mes parents en ont toujours rêvé. Moi, étant gamin, je me souviens encore qu'on avait au moins 24 heures du Mans des goodies de Suzuka pour inciter mes parents à aller à Suzuka, mais ce qui était impossible. Et je dois dire qu'émotionnellement parlant, il y a bien sûr la victoire du Bol d'Or, qu'on n'oublie pas, hein, mais la relation qu'on a avec la marque depuis toutes ces années et se dire qu'on prend le départ sur le circuit de Suzuka, le circuit Honda au Japon, qui a vu l'histoire de la marque passer, c'était assez incroyable. Voilà. Et c'était un cadeau que je voulais faire aussi grâce au support de FMA, de nos pilotes, qu'on voulait faire à nos bénévoles. Les plus anciens, parce que c'est vrai que leur offrir la possibilité d'aller là-bas, alors on a été en effectif ultra réduit, faut être honnête, on est en mode totalement différent, mais ça a été une très belle aventure et émotionnellement c'était très touchant pour moi et pour l'équipe aussi. Faut être clair. Quand tu dis équipe privée, c'est un point qu'il faut souligner aussi, c'est que même les pilotes ont apporté un budget pour que l'opération puisse se réaliser. Exactement. Ça, c'est quand même assez important à souligner. Tout à fait, surtout qu'en plus, si vous voulez, quand vous arrivez sur circuit avec des armes de guerre au WC qui sont là, et que pour les pilotes, vous prenez 10 secondes au tour le premier jour, vous dites qu'est-ce que je fais là, oui. Surtout que le circuit, c'est pas le plus simple à appréhender. C'est pas le plus simple, il n'y a pas de dégagement, enfin c'est un circuit particulier, qui est totalement différent de nos circuits européens.
Donc ouais, non, mais c'était l'aventure humaine. Je pense que c'était le bon moment. Ça fait 3 ans qu'on a le même équipage. On était arrivé à une maturité où tout s'est combiné pour qu'on puisse le faire. Et je remercie encore nos pilotes, nos partenaires de nous avoir permis de le faire. Et d'avoir offert ce cadeau à Eric et à tous nos bénévoles parce que c'était important et d'autant plus qu'ils nous apportent les points pour le championnat du monde. Voilà. Après, pour revenir sur la question de cette saison, la victoire au Mans nous permet quand même de lancer cette saison. C'était une course assez incroyable. Moi qui veux rarement qu'on fasse la pole position aux essais, on fait pole position, on marque tous les points. On a engrangé le maximum de points sur cette course. On fait 2e à Spa. On fait 5e à Suzuka. Enfin, l'année était déjà exceptionnelle pour nous. Le Bol d'Or ne réussit pas ces dernières années, mais on a fait tout ce qu'il fallait pour le terminer. Mais c'est vrai que déjà le travail était fait en grande partie. Maintenant, le Bol d'Or, c'était la consécration du titre qu'il fallait aller chercher. Mais avant cela, il fallait faire la course. Et le travail a été fait avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas un petit fond de frustration par rapport justement à cette saison qui est quand même exceptionnelle. Tu le disais, victoire au Mans, 2e à Spa, 5e en Superstock bien évidemment à Suzuka. Il n'y a pas cette petite frustration de se dire finalement le bol ne nous permet pas peut-être de mettre la pièce supplémentaire. Un podium au bol, ça aurait été la saison parfaite. C'était le rêve, mais on reste sur de la mécanique et de l'homme. C'est le fond de l'endurance. Ça reste un sport, ne l'oublions pas. Donc les problèmes mécaniques peuvent arriver. C'est pas parce que ça nous a souri pendant 3 courses que ça peut nous sourire toute la vie. On a connu des périodes, et Bruno le disait, où on n'avait pas les outils pour, et on y allait quand même en se disant oulala, et puis on avait des années difficiles, des courses difficiles. Et encore une fois, je pense que 10e stock au Bol d'Or, il y en a beaucoup qui auraient aimé le faire. Bien sûr. Donc, il faut savoir se satisfaire. Je pense que ces dernières années, National Moto, avec cette nouvelle CBR, a montré de quoi nous étions capables, la qualité du team, la qualité de nos pilotes, de nos bénévoles. Maintenant, il faut accepter aussi le sort de la course, qui est difficile, surtout sur un circuit qui est dur, surtout pour les mécaniques et les pilotes, qui est en fin de saison. Et n'oublions pas qu'en fin de saison, même si c'est après des congés, on a tous un métier à côté, souvent dans l'endurance. Donc voilà, moi je félicite ceux qui ont fait podium et je leur dis bravo parce que c'est vrai que c'est important. Mais n'oublions pas que nous on est concessionnaire et que notre saison elle est d'avril à fin septembre. Et que quand vous avez une course qui est au milieu de tout ça, faut trouver les casques pour le faire parce que la moto se prépare pas la nuit. Oui. Essaye de dormir un peu avant la course, parce que c'est difficile. Donc voilà, bon, c'est comme ça, faut l'accepter. Et oui, il y a une frustration, bien entendu, mais bon, le titre le corrige déjà, cette frustration. Ça aurait été encore plus dur si on n'avait pas pu finir victorieux de cette Coupe du Monde d'endurance. Maintenant, l'année dernière, à 20 minutes de la fin, on loupe et la victoire et le titre, mais on y était quasiment, voilà. Donc c'est pas un one shot. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas un hasard. Il y a une vraie continuité. Ça rejoint ce que disaient Frédéric et Bruno en disant qu'il y a le savoir-faire quand même, parce que même, on est d'accord, si le produit en lui-même est bon et performant, il y a quand même un savoir-faire autour qui permet d'en tirer et de l'exploiter au maximum. Tout à fait. Eric qui prépare la moto, il a connu toutes les générations de CBR. Oui. Voilà, depuis 92. On n'a pas dit que tu étais vieux, Eric. Non, on l'a pas dit. Mais il les a toutes connues et il maîtrise son sujet maintenant. Donc voilà, ça participe à ça. Et c'est vrai que ils étaient plus sur la sécurité au Bol d'Or. Qui est un peu logique aussi par rapport à l'objectif. Tout à fait. Et puis, on a quand même sur le podium 2 autres CBR, parce qu'ils étaient à la chasse de National Moto, notamment le RAC, qui attendait le faux pas de Stéphane et de son équipe. Mais on a quand même aussi avec le TRT 27 et le RAC 41 2 autres Fireblade sur le podium. De belles équipes également, qui ont de l'ancienneté et qui ont du savoir-faire aussi. Tout à fait. Et voilà quoi. Merci à eux. Bon. On est en 2024 et en 2025.
Que va-t-il se passer? Parce que quand on est vainqueur de la Coupe du Monde Superstock, on se doit, enfin je sais pas comment de défendre ses couleurs. Exactement. Fred me coupe l'herbe sous le pied. Monsieur Stéphane, que va-t-il se Monsieur passer? Stéphane ne répondra pas dans l'instant. Il faut déjà qu'on digère. Stéphane essaye de gérer la compétition, ce que j'appelle en bon père de famille. Voilà, on a des comptes à rendre. Hein. Il faut que l'équation économique de la concession, qui est quand même le premier pourvoyeur de fonds de l'endurance, puisse arriver à une acceptabilité. Ça va être fait dans les prochaines semaines, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Mais voilà, Fred et Bruno me connaissent. Je suis pas quelqu'un qui va vendre du rêve. Je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui reste très investi dans le team et dans la concession. Et je le ferai uniquement si tous les feux sont au vert. Que nos partenaires nous suivent, etc. Voilà, il y a beaucoup d'engagement derrière tout ça. On rentre à peine du bol d'or. On prépare d'ailleurs pour donc cette soirée que nous vivons ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de temps de travail, beaucoup de clients à s'occuper parce que c'est quand même ma priorité absolue. Hein. Donc voilà, dans les prochaines semaines, ça va se décider. Moi, je peux te vendre du rêve si tu veux. Il y a pas de sujet. On sera toujours derrière Stéphane. Je le connais depuis près de 22 ans. Et évidemment, si Stéphane et son équipe souhaitent défendre les couleurs de la 55 et de Monsieur Pipo, on sera derrière eux pour les accompagner en 2025. Le choix reste effectivement leur décision, mais moi je suis quasiment sûr qu'ils iront. Bruno, il va y avoir de la négociation alors. De la négociation, on les aidera du mieux possible. Voilà. C'est vrai que là, ils vont avoir virtuellement un numéro 1 parce qu'ils ne l'auront pas sur le carénage. Ils vont conserver juste 55. Le côté un peu frustrant, ça, je trouve. C'est ça, donc on va peut-être mettre un petit 1 à l'intérieur, ou je ne sais pas, trouver une solution. Ouais. Mais voilà, c'est le titre en Superstock, je me souviens pas l'avoir déjà eu pour Honda, quoi. Donc c'est quand même quelque chose à défendre. Donc maintenant, voilà, on respectera bien évidemment le choix de Stéphane. Mais voilà, on fera ce qu'il faut pour qu'il puisse être présent. C'est déjà une bonne nouvelle, on va dire. Oui. Il y a une partie du chemin qui est faite, on va dire. Exactement. Voilà. Alors, on parlait justement des équipes et on parlait des bénévoles, mais on va aussi parler des pilotes, puisqu'on est dans le cadre de la célébration de cette victoire à la Coupe du Monde Superstock chez National Moto. Et ce soir, il y a une petite fiesta. Et les pilotes, les 3 pilotes, Valentin et Sébastien Suchet et Guillaume Raymond, sont là. On va les retrouver dans quelques instants pour un format un peu confessionnal, vous allez voir. Allez, on se quitte quelques instants et on les retrouve. Voilà, chose promise, chose due, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants sur le plateau, vous le voyez, on est dans la soirée, dans l'esprit de la soirée, donc de ce titre National Moto. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver les 3 pilotes, Valentin et Sébastien Suchet et Guillaume Raymond, pour une courte interview façon fiche de police. Regardez. Suchet Valentin, le 15 mai 1996. Sébastien Suchet, 12 du 11 1990. Raymond Guillaume et 27 mai 95. Profession, j'ai longuement été charpentier et maintenant vendeur. Je suis propriétaire d'une concession moto. Aiguilleur à la SNCF. Célibataire. Situation familiale, tout va bien quoi. En couple. En couple. J'en ai même pas spécialement, je dirais, j'en ai pas. Le rouge. Je sais pas si c'est une couleur, mais blanc. Une bonne pizza quand même. Avec de l'ananas? Non, surtout pas. Les Paritas pour la convivialité. Pizza. Moi j'écoute de tout, mais je dirais Eminem. Pour la jeunesse, ma jeunesse Offspring. Eminem. Je dirais, j'en ai 2. Le plus gros, c'est quand même le vélo. Ce côté, ça reste du sport. Et le deuxième, c'est l'Irox, qui est aussi du sport. Le sport en général, donc course à pied, trail, vélo, j'en passe. Je fais beaucoup de sport. Vélo ou course à pied, crossfit.
Call of Duty. FIFA. La persévérance. Persévérant. Réfléchi. Vite mauvais perdant, mais je me suis quand même amélioré avec les années. Têtu. Bordélique. Bah, je suis réfléchi dans ce que je fais, mais chez moi au quotidien, mon appart, il y en a un peu de partout. Bon, déjà sur une moto depuis que j'ai 4 ans. Après, première course, premier circuit, j'avais 11 ans. Je roulais avec une NSR 125, je touchais même pas les pieds par terre. Pour l'anecdote, quand je roulais une fois, je suis rentré au stand parce que la session était terminée. Et quand je suis arrivé au stand, j'étais trop petit, il n'y a personne qui m'attendait, donc je me suis arrêté, je suis tombé. Donc ça, c'était à 11 ans. Après, première course en 600 à 14 ans. Premier vrai championnat à 15 ans, l'année d'après. Premier gros championnat, je dirais, c'était le Stock 1000 en 2018. Et après, j'ai eu pas mal de blessures, donc j'ai pas fait toutes les saisons. Mais après palmarès, du coup, FSBK, où je fais une fois troisième, une fois deuxième au championnat en Challenger avec le Junior Team. Et après, Endurance, où petit à petit, j'ai gravi les échelons pour être vice-champion l'année dernière et champion cette année. Le palmarès, donc moi j'ai commencé la moto en 2011 avec un titre au championnat suisse. 2012, je suis passé au championnat d'Europe Stock 600. En 2013, en Coupe du Monde Stock 1000. J'ai roulé pendant pas mal d'années dans ce championnat-là. Au niveau de l'endurance, j'ai commencé aussi ma première course en 2011. J'avais juste fait les 24 heures du Mans. Et après, 2016, j'ai repris donc les 24 heures du Mans avec le team des pompiers. Et depuis là, j'ai continué à rouler en endurance jusqu'à cette année où du coup, on a le titre en Coupe du Monde. C'est super chouette. Bah, palmarès, vainqueur de la Coupe du Monde 2024. Et après, j'ai fait pas mal d'années de championnat de France 600 Super Sport, avec une place de vice-champion en mieux. Et après, je suis arrivé en endurance il y a 5 ans au LMS. 8 heures. 8 heures. 8 heures. J'aime vraiment la piste du Castellet, mais le fait que j'ai gagné au Mans, je dirais quand même Le Mans. Le Mans. Le Mans. Suzuka. Suzuka. Spa. Accélération. 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 Inter. Inter. Exter, j'en fais pas souvent, donc Inter. Hein. Suzuka. Suzuka. Portimao. Je suis calme. Je dirais endurant. Je m'adapte beaucoup au matériel. J'ai une bonne capacité d'adaptation sur le matériel et sur les circuits. Je pense que j'en ai plusieurs, ça c'est sûr. Après, un gros point faible. Peut-être il me manque un petit peu. J'ai perdu un petit peu le sens de la bagarre sur l'endurance des courses sprint vu que j'en fais plus depuis 3 ans. La position sur la moto, je pense. Bah, c'est peut-être ça, c'est que des fois je vais pas chercher les réglages optimales et du coup peut-être que des fois soit j'ai pas un ressenti assez pointilleux ou soit je me dis que c'est plus à moi de compenser. Franchement c'est pareil, il n'y a pas de différence. Ah, c'est compliqué. Valentin, c'est mon frère et Guillaume, c'est mon frère de cœur. Du coup, les deux sont cool. Ah, le plus cool, allez, on va dire Valentin, parce que Seb il se couche tôt le soir. Bon, c'est en tout cas pas Guillaume. C'est Guillaume, il y a une moto, il y a une poignée de gaz, il roule. Donc je dirais l'ancien, Seb. Il n'y a personne qui est vraiment chiant, mais je pense que c'est moi le plus chiant. Ah, le plus chiant c'est Seb, mais c'est une grosse qualité pour nous parce qu'il nous met bien la moto au point. Pour moi, ça a été bon, le bol, la concrétisation. Meilleur moment de la saison, il y en a eu tellement, mais je dirais quand même le titre à la fin de la saison. Ah, il y en a deux, hein, la victoire au Mans et le titre au bol. Hein.
On est de retour sur le plateau pour poursuivre cette émission Talkback GP FIM WC consacrée donc au team national moto. Je suis toujours en compagnie de Stéphane, il n'a pas bougé, je le retiens prisonnier. Et par contre, je suis ravi d'accueillir Julien Boyer qui est le directeur général adjoint de FMA, les assurances Honda. Absolument. Salut Eric. Merci en tout cas Julien de t'être joint à nous. Non, assurance Honda entre autres. Entre Mais autres, oui, voilà, j'allais fortement dire. Honda. Mais dans le cadre qui nous intéresse Oui, aujourd'hui, on va dire Honda, mais effectivement, vous n'avez pas que ces marques en portefeuille. Et justement, en fait, la première question qui est un petit peu induite, est-ce que parce que vous êtes l'assureur Honda, c'était une évidence de soutenir le team de Stéphane? Oui, alors ça a été une évidence. Et puis avec National Moto et Stéphane en particulier, c'est quand même une grande histoire entre FMA et même personnellement, parce que moi j'ai été d'abord client National Moto avant même de travailler avec Stéphane. Je lui ai acheté quelques motos. Donc c'est naturel, en tout cas il y a de grandes synergies possibles pour nous, assureurs programme officiel de Honda sur notre marque Honda Assurance qu'on déploie avec les concessionnaires Honda, et ça avait beaucoup d'intérêt. Nous le sport on aime ça, voilà, chez FMA on a d'ailleurs eu il y a quelques années un team en endurance, déjà sur une CBR 1000 à l'époque, et donc ça avait beaucoup de sens, beaucoup de valeurs communes, partagées avec Stéphane et son team et ses équipes. Donc une grande joie de l'accompagner sur cette saison, en plus exceptionnelle pour tout le team. Ouais. Vous avez pris un peu le train en marche, mais finalement c'était le bon train cette année. Exactement. Et puis, encore une fois, nous, on est heureux d'accueillir FMA et on remercie Julien et Ludovic Dumont, parce que c'est vrai que on a toujours été un prescripteur des produits Honda Assurance, car c'est ceux qui correspondent le mieux à nos clients et qui leur apportent en plus satisfaction, donc c'est quand même le plus important. Et cette relation, depuis de nombreuses années, s'est finalisée cette année par un support supplémentaire. On avait besoin aussi, nous, d'un renouveau. On est plutôt, je vais être honnête, assez mauvais pour trouver des partenaires, parce que mon travail du quotidien et celui de mes équipes, c'est quand même d'être auprès de nos clients. Et l'arrivée d'Honda Assurance FMA nous a vraiment permis de nous donner cette énergie aussi. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect humain et relationnel, et de se dire qu'on est soutenu par un groupe comme FMA, ça donne une énergie au team et à moi-même. Et c'est pour ça que je pense les résultats de cette année en font partie aussi, parce que, encore une fois, il n'y a pas que l'argent derrière tout ça, il y a aussi l'investissement personnel, ça demande beaucoup d'investissement, de temps, et des relations parfois nous aident à mieux affronter ces combats, parce qu'une course d'endurance reste une vraie guerre, un vrai combat, une vraie épreuve, et voilà, donc merci encore. Comment justement, chacun votre tour, je vais commencer par Julien, comment on fait fructifier justement ce partenariat? Parce que quand, entre guillemets, on est l'assureur référencé de la marque, quelque part, c'est peut-être un peu gros ce que je vais dire, mais le travail n'a pas forcément besoin d'être amplifié. Il est plus ou moins fait parce qu'il y a, comme disait Stéphane, il y a la prescription qui devient presque automatique quand on vend un produit Honda. Mais comment cette implication, comment vous la faites vivre, vous, au niveau de FMA? Alors, on l'a fait vivre de plusieurs façons, mais le programme a quand même besoin d'être animé parce que on a des équipes sur le terrain. Voilà, nos commerciaux sont chargés de faire en sorte qu'un maximum de concessionnaires Honda proposent à leurs clients la solution Honda Assurance portée par FMA derrière. C'est pas le cas partout, malheureusement. On aimerait bien que ce soit le cas dans 100% des concessions, mais voilà, c'est le travail du quotidien de nos équipes commerciales. Et elles font un travail très important sur le terrain. Après, comment on le fait fructifier? On se met en relation avec les équipes de communication aussi de Stéphane. On relaie beaucoup sur les réseaux sociaux. On a besoin de notoriété. On est un petit acteur dans l'assurance moto, par comparé à des mastodontes qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Et on cherche des solutions alternatives pour se faire connaître. Et quand en plus, c'est sur des projets sportifs en endurance qui nous tiennent à cœur, avec des personnes qu'on apprécie, encore une fois avec les valeurs communes. Voilà, ça prend beaucoup de sens, et pour nous c'est un levier supplémentaire pour faire connaître notre marque, nos produits, nos solutions, nos équipes, et puis faire en sorte que FMA devienne un acteur de plus en plus connu chez les motards, parce que on est bien spécialiste sur l'assurance moto depuis plus de 25 ans maintenant. Et voilà, donc les réseaux sociaux, beaucoup. Nos équipes commerciales terrain, et puis ça donne aussi, j'espère, un peu envie aux autres concessionnaires de travailler avec nous, ceux qui ne le font pas encore en tout cas. Ils vont surtout vous solliciter pour la saison prochaine, non? On verra, oui, ça pourrait arriver, mais voilà, c'est comme ça qu'on capitalise en tout cas sur cette expérience.
que tu disais, Stéphane, ça rejoint ce que dit Julien, c'est aussi une nouvelle approche dans la communication. Quand tu disais ça a apporté du renouveau, c'est essayer de toujours un petit peu, comme sur la piste, en fait, repousser ses limites et trouver de nouveaux axes de communication, de nouvelles idées pour se développer. Bien sûr, parce que n'oublions pas que derrière ce sport, l'ADN de National Moto, c'est aussi de faire partager notre sport. Parce que c'est un sport qu'on croit inaccessible. Et encore une fois, je considère que l'arrivée de cette catégorie production permettra à beaucoup de concessionnaires d'y investir. En tout cas, je l'espère, parce que on a besoin de raconter une histoire. À la base, un concessionnaire ne fait que vendre des motos. Il faut appeler ça un chat. Les vendre, les entretenir, avoir une relation client. Mais quand on regarde nos réseaux sociaux, on raconte bien autre chose. Il y a la moto derrière que le client achète, et cette victoire, d'ailleurs, c'est le message que j'ai passé ce soir, cette victoire, elle n'est pas celle de National Moto. Cette victoire, elle est celle de nos clients, de nos bénévoles, de nos partenaires, de tous ceux qui nous suivent, qui habitent Marseille, Nevers ou Brest, qui aiment notre engagement, notre pérennité dans le temps, notre résilience aux épreuves qu'on a pu avoir depuis toutes ces années. Et donc, cette victoire, c'est pas celle de Stéphane. Stéphane tout seul, il fait pas grand-chose. C'est la victoire de tous ceux qui nous supportent. Et quelque part, quand on a ce lien avec FMA, c'est aussi tous les clients d'FMA, tous les souscripteurs qui partagent cette victoire avec nous. Encore une fois, c'est une histoire d'homme et l'endurance en est particulièrement une. On le voit bien en MotoGP, on idolâtre les pilotes, mais on oublie que derrière il y a quand même beaucoup de travail de beaucoup de gens. Mais en endurance, je pense que ce partage est beaucoup plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Motards ou pas, on a même des gens retraités qui sont venus nous saluer et qui sont voisins parce qu'on a gagné la coupe ou parce que tout ça. Donc, je pense que d'avoir cet aspect où on peut côtoyer des gens qui ont eu un titre mondial ou une victoire aux 24 heures du Mans ou au Bol d'Or, qui sont quand même des courses emblématiques, faut pas l'oublier, les 24 heures du Mans auto le prouvent bien. Les 24 heures moto, c'est la même dimension, sauf qu'on est sur deux roues. Donc, d'avoir un concessionnaire local qui s'investit et qui puisse déjà participer à ces courses et encore mieux avoir un résultat, c'est avant tout le partage que je souhaite rappeler à tout le monde. Et c'est ça aussi qui nous a permis de retrouver, pour moi, un dynamisme et bien sûr après collaborer pour les communications, etc. Parce qu'encore une fois, le but est de partager les coulisses de la compétition, les victoires comme les échecs ou les difficultés, ça en fait partie. Julien, cette association, ce partenariat, on sait que vous, FMA, comme tu l'as dit, vous aimez la compétition, vous aimez tout ce qui est un petit peu challenging. Vous avez des FMA Days sur piste. Oui. Est-ce que cette victoire en Coupe du Monde de votre équipe que vous supportez, ça peut apporter un surplus de crédibilité, un surplus de visibilité et pourquoi pas, alors peut-être que je vais un peu loin, je m'excuse, mais pourquoi pas rapprocher avec un encadrement des 55 sur nos journées. Voilà, pourquoi pas un encadrement des pilotes de la 55 pendant les FMA Days ou des choses comme ça. Ça, c'est des opérations qui pourraient être envisagées, ça, non ? Oui, bien sûr. Enfin, on pourra en parler cet hiver à tête reposée avec Stéphane, mais bien sûr que la FMA Days, pour nous, c'est un événement incontournable maintenant. Ça fait plus de 10 ans qu'on a lancé ces journées sur circuit, je précise juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, ouvert à tous les motards, nos clients en priorité, mais aussi à tous les autres motards qui veulent découvrir les joies de la piste. Et je rejoins Stéphane sur son envie de faire partager finalement la passion de la moto sous toutes ses formes. Là, on est très axé circuit, mais on essaye aussi à notre mesure de faire plaisir à des clients qui n'ont jamais franchi le cap avec ces journées, là, les FMA Days. Donc tout ça est très cohérent. La piste, on en fait depuis des années. Encore une fois, ces valeurs, on les partage. Et les FMA Days, finalement, c'est une belle boucle qu'on pourrait effectivement tourner ensemble à un moment donné. Mais on est sur le circuit en tout cas et ça fait déjà un gros point commun. Ouais. Et pas que sur circuit, parce que vous organisez aussi des balades, on peut dire ça comme ça, c'est ça ? Des mini road trips pour nos clients, là exclusivement pour le coup. On organise 2 fois par an des road trips en région pour permettre à nos clients qui n'ont pas forcément des amis avec qui rouler,
pour partir un week-end, découvrir un joli coin de France, et ben on propose à nos clients de les prendre en charge intégralement. Voilà, ils ont juste à payer leurs frais de participation et ensuite on s'occupe de tout, le logement, l'itinéraire, etc. Et on a rempli, les 2 dernières qui avaient lieu dans le Périgord et dans le Morvan se sont remplies en quelques jours seulement. Donc le succès et la demande est là, donc on est très, très ravis. Et c'est quelque chose qu'on va sans doute rééditer dès l'année prochaine. Parce que aussi notre métier d'assureur, c'est bien sûr de souscrire des contrats, régler des sinistres, mais aussi on veut donner une image différente de l'assurance. C'est pas que ça justement, on aime rencontrer nos clients, leur faire découvrir le plaisir de la piste sur les FMA Days, de rouler tout simplement avec leur moto du quotidien en région, c'est les FMA Road. Essayer d'avoir une image un peu différente d'un assureur qui est juste là pour encaisser des cotisations et régler les sinistres. Du partage en fait, c'est cette Exactement. notion-là, c'est ça. On en revient toujours au même, à l'humain et au partage. Alors justement, le partage, nous, on va l'arrêter là parce qu'il y a une soirée qui est en train de se dérouler en dessous et nous aussi, on va partager cette soirée avec tous les membres du team National Moto, comme on l'a dit, les bénévoles, les pilotes, les partenaires, tous les invités. Stéphane, je crois qu'il y a pas mal de monde qui nous attend. En tout cas, mille merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci à Julien d'être joint à nous. On l'a vu tout à l'heure avec Bruno et Fred, il va y avoir des discussions, mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour 2025 et on espère qu'on retrouvera bien évidemment la Honda numéro 55 au départ de ce prochain millésime du championnat FIM WC. N'est-ce pas, Stéphane? Je répondrai plus tard. Mais en tout cas, je tiens à On lui fera rien remercier lâcher. déjà tous nos supporters, encore une fois, nos bénévoles, la marque, nos partenaires, sans qui on ne pourrait pas vivre ces moments-là, qui sont des vrais moments de vie et de partage. Je pense que la finalité de cette interview, il faut vraiment retenir ça, c'est le partage et l'humain qui est le plus important derrière tout ça. Et c'est vraiment la philosophie de l'endurance. Donc merci encore à tous. Merci Stéphane, merci Julien, merci Eric, à Bruno Scott Nicky et à Frédéric Puybarreau de chez Honda. Quant à moi, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention et puis comme on l'a dit, on va aller partager le buffet. Merci, bonne fin de soirée et à très vite pour un prochain numéro de Talkback GP.